Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter du sujet d'étude du thème 1 de géographie. Le thème s'intitule Les territoires dans la mondialisation et le sujet d'étude Shanghai, une ville mondiale. Alors, Shanghai, c'est la ville la plus peuplée, la plus riche de Chine et elle a profité des réformes économiques qui ont été lancées par le pouvoir chinois à partir de 1978. Donc, on va pouvoir s'interroger sur la problématique suivante. Quel est le rôle de Shanghai dans l'intégration de la Chine dans la mondialisation? D'abord, voyons que Shanghai est une métropole de rang mondial. En effet, elle a un poids démographique et économique très fort. Shanghai, comme je le disais à l'instant, c'est la ville la plus peuplée de Chine, c'est-à-dire que la région administrative de Shanghai regroupe 23 millions d'habitants et constitue l'un des trois grands pôles métropolitains de la Chine. Il y a Pékin au nord, l'ensemble constitué par Canton, le delta des Perles et Hong Kong tout au sud du littoral chinois, et entre les deux, donc la région métropolitaine de Shanghai. Shanghai aujourd'hui concentre une part importante des richesses de la Chine et dispose d'un niveau d'IDH équivalent à celui d'un pays développé. Je rappelle que l'IDH se calcule de 0 à 1 et il permet de mesurer le niveau de développement d'une population. Donc là, l'IDH de Shanghai est de 0,909. De plus, Shanghai a aussi le PIB par habitant le plus élevé de Chine. Alors, à quoi est due cette situation? Petit 2, à une concentration de fonctions de commandement mondial à Shanghai. La ville de Shanghai concentre de très nombreuses fonctions de commandement qui font de cette métropole chinoise un pôle décisionnel majeur de l'économie mondiale. En effet, elle est à la fois un pôle industriel et tertiaire, elle est également un pôle financier. Il faut rappeler ici l'importance de la bourse de Shanghai, qui est appelée le Shanghai Stock Exchange, c'est-à-dire le SSE. C'est également un pôle commercial, elle reçoit de très nombreux IDE, les investissements directs étrangers. C'est également un pôle universitaire international, notamment l'université de Tongji, l'université Tongji, qui est très reconnue dans le monde. Et puis, c'est un carrefour portuaire et aéroportuaire. De fait, comme je l'ai dit, elle fournit une part importante des richesses de la Chine et la ville cherche aujourd'hui à renforcer ses fonctions de commandement. Notamment, elle s'est engagée dans l'organisation de manifestations de dimensions internationales, comme par exemple des événements sportifs. Elle va organiser par exemple depuis quelque temps un Grand Prix de Formule 1 ou des manifestations culturelles, comme le montre l'exemple de l'exposition universelle organisée à Shanghai en 2010. Alors, cette expo universelle de Shanghai en 2010 est vraiment un déclic pour que Shanghai soit considérée comme une métropole mondiale et ainsi renforce son attractivité à l'échelle mondiale. Toutefois, le développement de Shanghai souffre de certaines faiblesses. C'est ce qu'on va voir dans ce petit 3, car finalement ce développement n'est pas sans limite. Il se fait par une politique très dirigiste de l'État chinois, et par conséquent les citoyens sont peu impliqués dans les prises de décision et ils doivent souvent subir les projets d'aménagement. De plus, le développement économique de Shanghai se fait au détriment des dimensions environnementales et sociales qui sont très peu prises en compte. Ceci dit, ce développement économique a amené, grand 2, à des aménagements et des métamorphoses urbaines de Shanghai. Alors on va voir surtout deux grands exemples ici. Petit 1, la zone de Pudong, vitrine de Shanghai. Sur la rive droite du fleuve, la nouvelle zone de Pudong se veut véritablement la vitrine de la modernité de la ville. Pudong, c'est une zone économique spéciale, une ZES, c'est-à-dire un espace
qui bénéficie d'une politique de défiscalisation, ce qui permet d'attirer les entreprises, et de ce fait, elle concentre une grande partie des IDE investis à Shanghai, c'est-à-dire des investissements directs étrangers. Sa construction a été voulue par l'État chinois à partir de 1993. Et à partir de là, les autorités municipales ont construit à Pudong de nombreuses zones industrielles, de zones de haute technologie, des zones d'activité, ainsi qu'un nouvel aéroport international directement relié au centre-ville par un train à grande vitesse. Alors, à Pudong, il faut retenir le quartier des affaires de Luyaqiu. C'est la photographie que vous avez ici, et c'est la photographie vraiment emblématique de Shanghai, qui se caractérise, donc c'est un CBD, un Central Business District, un quartier des affaires, qui se caractérise par ses nombreux gratte-ciel. On peut citer notamment la tour de la télévision, que l'on voit à gauche ici, ce qu'on appelle la perle de l'Orient, la tour Jimao, ou encore l'immeuble le plus récent en 2016, le Shanghai World Financial Center, qui culmine quand même à 492 mètres. Donc, comme de nombreux CBD dans le monde, Luyaqiu se caractérise par une architecture moderne, voire futuriste, et il accueille des établissements financiers chinois et étrangers, des sièges sociaux de FTN, c'est-à-dire de firmes transnationales, ou des établissements de services. Cette modernisation aboutit à une restructuration des quartiers centraux, et notamment les Lilong, qui sont l'habitat traditionnel shanghaïais. Donc les Lilong traditionnels sont les plus souvent détruits pour permettre la construction de nouveaux îlots d'immeubles ou de bureaux ou de résidences de standing. Et cette modernisation se marque aussi par la forte extension géographique de la ville. Alors, ces rapides transformations ont des conséquences sociales importantes puisqu'elles s'accompagnent d'un processus de ségrégation socio-spatiale. C'est-à-dire que les populations les plus pauvres sont déplacées vers les périphéries de plus en plus lointaines au profit de nouvelles couches sociales enrichies qui investissent le centre. Ces changements génèrent l'apparition de mouvements de contestation de plus en plus forts, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. Le deuxième aménagement d'importance que l'on peut citer pour Shanghai, c'est le port de Yangshan. Petit 2, le port de Yangshan, premier port à conteneurs du monde. Alors, le port de Yangshan est un petit peu particulier parce que, de par sa position littorale au cœur d'un centre d'impulsion de la mondialisation, l'Asie orientale, Shanghai est un carrefour portuaire commercial majeur à l'échelle mondiale. Et donc, Shanghai s'intègre dans la mondialisation par ses fonctions portuaires. Et du fait de l'ouverture aux entreprises étrangères à partir des années 80, l'ouverture territoriale, et du fait de la libéralisation des échanges, Shanghai a connu une forte croissance des échanges portuaires qui en font donc le premier port de commerce et le premier port à conteneurs du monde. Or, face à la croissance du trafic, les autorités ont été obligées d'étendre les installations portuaires du fleuve vers la façade pacifique, puis au large, encore plus étendu, en construisant le port de Yangshan à partir de 2005. Il a une particularité, comme on le voit sur les deux photographies que je vous ai mises, c'est que c'est un port en eau profonde qui se situe en pleine baie de Guangzhou, en pleine mer, on pourrait dire de Chine, et qui a été construit sur des îlots rocheux reliés au continent par un des ponts les plus longs du monde, totalisant 32 km. Ce port possède des quais de 6 km de long. Une nouvelle extension d'ailleurs est prévue encore aujourd'hui, qui peut accueillir les porte-conteneurs qui ont un tirant d'eau de plus de 15 mètres et donc qui ne pourraient pas s'approcher des côtes continentales. Dernière partie, Grand 3, Shanghai appuie sa prospérité, sa richesse, son développement sur le Yangtze. Le Yangtze, je rappelle que c'est le fleuve le plus long de Chine et qui débouche
à Shanghai, ou plutôt Shanghai est installé à l'embouchure du fleuve Yangtze. Alors, d'abord, petit 1, le rôle du delta du Yangtze pour Shanghai. Comme on le voit sur la carte, les villes du delta du Yangtze constituent un réseau urbain dense, mais la deuxième caractéristique, c'est qu'elles réalisent une part importante de la production manufacturière mondiale, qui est ensuite très largement exportée par le port de Shanghai. Donc là déjà, on voit bien le rôle du delta du Yangtze pour Shanghai. Mais de plus, ces villes regroupent des fonctions industrielles, des fonctions aussi de tertiaire supérieur liées à la finance, liées aux conceptions de produits, pas de fabrication, mais bien de conception, des bureaux d'études, de design, et même des fonctions de communication avec des ports, des aéroports, des autoroutes. Et ainsi, on peut parler de villes relais de la richesse de Shanghai qui s'appuie largement sur ces villes-là pour s'enrichir. Petit 2, et c'est la dernière sous-partie de cette leçon, Shanghai s'appuie sur un immense arrière-pays. Alors, d'abord, il faut noter ce que c'est qu'un arrière-pays. On dit aussi hinterland en géographie, on garde souvent les mots anglo-saxons. Ça désigne la zone d'influence et d'attraction économique d'un port. Alors, on l'a dit, placé près du delta du Yangtze, Shanghai tire profit de la présence non seulement du delta, comme on vient de le voir, mais de la croissance aussi de son arrière-pays, puisque celui-ci représente un quart du PIB de la Chine. Alors, cet arrière-pays est immense. Il s'étend de l'embouchure du fleuve Yangtze, c'est-à-dire de Shanghai, jusqu'au barrage des Trois Gorges, qui est à 2000 km en amont du fleuve. Donc l'axe du Yangtze sert de point d'appui à la puissance économique de Shanghai car il est navigable pour les cargos de haute mer jusqu'à 2500 km en amont jusqu'à Chongqing. Et donc cela a été permis par l'achèvement du barrage des Trois Gorges, qui est un ouvrage gigantesque, vous le voyez sur la photographie, et controversé aussi. D'abord parce que ça a été un désastre écologique, ensuite au niveau social parce que 1,5 à 2 millions de personnes ont été déplacées pour construire le barrage et pour construire aussi surtout le lac de retenue du barrage. Mais c'est vrai que cet aménagement a plusieurs avantages. D'abord, il régule les crues du fleuve. Ensuite, il permet la production d'hydroélectricité. Il permet aussi d'avoir des retenues d'eau pour l'agriculture. Et enfin, donc, il permet au fleuve d'être navigable et ainsi d'être relié à Shanghai. Dans cet arrière-pays, il y a également en ce moment une politique d'aménagement de la vallée du Yangtze pour tenter de mieux redistribuer la croissance de Shanghai vers l'intérieur du pays. C'est-à-dire que les autorités shanghaïaises se sont rendues compte que la ville grossissait trop et que les problèmes allaient avec, et donc elles essaient de ralentir cette croissance urbaine en reportant cette croissance, c'est-à-dire en reportant les nouveaux arrivants vers l'intérieur du pays, par la construction de nouveaux habitats, par la construction également d'axes de communication performants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette leçon. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions à poser et j'espère que cela vous a été utile.